Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie. Mémoire. Édition 2009. Gallimard. Page 284. Il y a 10 ans, en 1998, Philippe Solers, qui n'avait pas lu Le curé du Ruf à sa parution, le découvrit. Il me fit l'immense plaisir de le republier dans sa revue L'Infini. Mon texte eut de nouveaux lecteurs qui en furent frappés à leur tour et à 40 ans de distance, comme si je venais de l'écrire, comme si la chose venait de se produire. Il n'a pas plus vieilli que mes films, par exemple Shoah ou Pourquoi Israël. Je ne suis pas un éventreur de femmes, je ne crève pas les yeux des nouveau-nés et je ne crois pas être de quelque façon qu'on prenne la chose un homme d'église. Mais je me souviens être resté pendant toute la durée du procès au plus près du curé du Ruf, 2 mètres derrière lui, mon regard intensément fixé sur sa maigre nuque promise, on pouvait à peine en douter, au biseau d'acier de la guillotine. Je ne faisais pas que voir, j'écoutais, j'entendais chacune de ces rares paroles, toujours convenues, et évidemment les témoignages des parents de la victime, des paroissiennes du Ruf, mais aussi de Blamont, de Réon, autre village lorrain, où il avait auparavant officié comme vicaire ou curé, les rapports des policiers et des commissaires qui l'interrogèrent. Je puis l'affirmer, mais cela ne peut se comprendre que par la lecture de l'article, que je me suis véritablement glissé dans la peau, le ventre, le cœur et l'esprit du curé assassin. Mon texte terminé, comme le castor se déclarait stupéfaite de la façon dont j'avais pénétré l'âme noire de ce desservant surmené et modèle, capable de se jeter avec emportement dans ses œuvres de prêtre, après s'être fait masturber soutane haut levée par des fillettes de 13 ans et avoir joué à toute vitesse sous le regard de Dieu, ou de sonner le tocsin après son double crime, sacristain fou pendu à la corde de son clocher, orientant vers le pire l'inquiétude encore raisonnable des villageois du Ruf, je lui avais répondu en riant, parodiant le Madame Bovary c'est moi de Flaubert, le curé du Ruf c'est moi. Ce n'est pas moi du tout, mais cette boutade a pourtant un sens. 1 an plus tard, j'écrirai pour elle, cette fois, le très long texte sur la fuite du Dalai Lama dont j'ai déjà parlé. J'ai travaillé à ces articles ou à mes films de la même façon. Enquêter à fond, me mettre entre parenthèses, m'oublier entièrement, entrer dans les raisons et déraisons, dans les mensonges et les silences de ceux que je veux peindre ou que j'interroge, jusqu'à atteindre un état d'hypervigilance hallucinée et précise qui est pour moi la formule même de l'imaginaire. C'est la seule loi qui me permette de dévoiler leur vérité, s'il le faut de la débusquer, de les rendre vivants et présents à jamais. C'est ma loi en tout cas. Je me tiens pour un voyant, et j'ai recommandé à ceux qui font profession d'écrire sur le cinéma d'intégrer le concept de voyance à leur arsenal critique. Un soir de janvier, peu avant le procès du Ruf, Armand Gatti, que je connaissais mal mais aimais beaucoup pour sa façon de rouler les yeux à la Harpo Marx, pour ses étonnantes et multiples aptitudes créatrices d'auteur de théâtre, de cinéaste, de poète, pour son passé de militant antifasciste et les souffrances qu'il avait endurées, pour son talent unique d'entraîneur d'hommes qu'il réunissait autour d'immenses projets mobilisateurs, théoriques et pratiques, sociaux, révolutionnaires et littéraires tout à la fois, inventant dans les banlieues de Paris ou Marseille des lieux propices à toutes les Iliades et Odyssées qui sourdaient de son grand cerveau d'enfant, pour sa capacité infinie d'étonnement et la croyance en soi qui l'autorisait à ignorer les institutions culturelles ou à s'en servir en les subvertissant. Armand Gatti donc m'appela pour me demander si j'accepterais de faire partie de la première délégation occidentale invitée par la Corée du Nord 5 ans après la fin de la guerre. J'acceptais avec enthousiasme parce que c'était un voyage lointain, parce que je n'avais jamais été en Asie, parce que après la Corée nous passerions 1 mois en Chine, parce que c'était une occasion inespérée de mieux comprendre ce qu'avait été cette guerre. Le départ était prévu pour la fin mai, 1 mois après la parution du curé du Ruf. Il y aurait dans la délégation, outre des cinéastes comme Gatti, qui avec Bonardo projetait de réaliser là-bas un long film de fiction, et Chris Marker, qui s'était déjà rendu en Chine 1 an auparavant en compagnie de Gatti et en avait rapporté un court-métrage intitulé Dimanche à Pékin. Un chanteur, Francis Lemarque, tendre juif d'origine polonaise à la gouaille parisienne, d'abord célèbre dans tous les bastringues des banlieues rouges, qui écrivait lui-même ses chansons, en composait la musique et les accompagnait à la guitare. La délégation était conduite par un journaliste de l'Humanité, Raymond Lavigne. Elle comprenait encore un pigiste du Figaro et 3 représentants de la presse provinciale de gauche. Je ne me souviens du nom que d'un seul journal, le Courrier Picard. C'était un ensemble baroque et hétéroclite qui conjuguait les foucades de Gatti avec une politique de souplesse et d'ouverture du PCF. Ni Gatti, ni Chris, ni Lemarque, ni Bonardo, ni moi n'étions membres du parti. Nous eûmes 2 réunions préparatoires au cours desquelles les vétérans du voyage en Chine, Gatti et Chris Marker, nous donnèrent comme consigne d'emporter des cadeaux. L'échange de présents était une coutume impérative dans toutes les usines, secrétariats du parti, régiments militaires, universités, écoles, théâtres qui seraient inscrits à notre programme. Je demandai quel genre de cadeaux.
Il me fut répondu: grande carte postale rectangulaire des monuments de Paris, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Notre-Dame, la Concorde, le Louvre, et aussi des petits livres sur la peinture française, les impressionnistes surtout. Je n'aimais pas beaucoup cela, c'était un peu selon moi de la verroterie pour nègres. Il est vrai que la mondialisation était encore lointaine. Chris Marker, je ne m'en aperçus qu'une fois parvenu à destination, avait résolu la question autrement. Ayant commis aux éditions du Seuil dans la collection, écrivain de toujours, un Giraudoux par lui-même, il s'était chargé d'une centaine d'exemplaires de cette anthologie commentée qu'il distribuait généreusement à des secrétaires d'usine après chacune de nos visites. De toute façon, les rudes ouvriers coréens ne pouvaient lire un seul mot de français, et, l'eussent-ils pu, il n'est pas certain qu'ils eussent goûté les préciosités giraldusiennes. Nous faillîmes ne pas partir. Les généraux français en Algérie étaient en pleine révolte contre le gouvernement Pfimlin. Un putsch militaire semblait inévitable, et, à la faveur de cette menace, De Gaulle entreprit de revenir au pouvoir. J'ai entamé le processus, telle était la formulation inaugurale de la reconquête, première phrase d'un discours radiodiffusé. De Gaulle soudain semblait basculer du côté des putschistes. Nous avions nous-mêmes les nerfs à vif. La guerre d'Algérie durait depuis 4 ans déjà. Les temps modernes étaient un des fers de lance de la lutte pour l'indépendance et du soutien aux Algériens. Francis Janson, qui faisait partie de notre équipe, avait plongé dans la clandestinité et fondé un réseau d'aide aux militants du FLN extraordinairement efficace. La revue avait été à plusieurs reprises censurée et au moins une fois saisie. Le putsch ramenait De Gaulle, qui se prétendait en même temps le recours contre lui. C'était l'ambivalence de la situation. J'assistais à la fameuse conférence de presse que le général, battant l'espace de ses grands bras, donna au palais d'Orsay. C'était moins De Gaulle qui effrayait que ceux qui pullulaient autour de lui dans la salle, avec des mines arrogantes de triomphateurs, sachant leur heure venue après une longue traversée du désert. Les gens du SAC, par exemple, service d'action civique du RPF, appellation civilisée qui désignait en vérité un service d'ordre musclé. Je me souviens de Claude Bourdet demandant abruptement au général comment il conciliait ses protestations de démocratie avec son retour, objectivement dû à l'imminence d'un putsch, et de la réponse allusive de ce dernier: Monsieur, ce n'est pas mon univers. C'était aussi vrai et aussi profondément politique de la part de Gaulle que le Je vous ai compris qu'il lança quelques semaines plus tard à la foule des pieds noirs algériens assemblés devant lui qui, eux, comprirent seulement ce qu'ils voulaient entendre. Mais le Castor, moi et beaucoup d'autres pensions alors que le fascisme s'installerait dans le sillage de Gaulle, et, quoi qu'il en eût, le déborderait, serait plus fort que lui. Le dernier dimanche, avant mon départ pour l'Asie, nous allâmes, elle et moi, en voiture, faire une promenade dans la campagne. C'était un somptueux jour de mai, et nous pensions que la beauté du monde ne serait plus jamais la même, le vert des prairies jamais aussi poignant, les frais parfums des pommiers en fleurs jamais aussi délicats. Nous avions décidé qu'il n'y avait pas de raison de renoncer à ce voyage, ma présence à Paris n'empêcherait rien. Notre réaction atteste d'abord de la violence de l'époque, notre haine des guerres coloniales qui avaient commencé avec l'Indochine et même bien avant, avec le massacre de Sétif en 1945 ou la répression sans pitié de Madagascar. De Gaulle n'était pas un fasciste, ne le fut jamais, il fut plus fort que les généraux putschistes et les mis au pas. Je le tiens absolument pour un grand homme d'État, grand politique et grand écrivain. Je l'ai dit, j'ai lu et je relis tous ses livres. Mais nous étions en mai 58 et la guerre d'Algérie allait durer encore 4 années. Nous embarquâmes à la fin du jour sur un Tupolev de l'aéroflotte. Nous devions nous poser à Prague, y passer la nuit, en repartir le lendemain pour Moscou. Nous embarquâmes à la fin du jour sur un Tupolev de l'aéroflotte. Nous devions nous poser à Prague, y passer la nuit, en repartir le lendemain pour Moscou, où nous resterions 8 jours avant le grand bond en avant pour l'extrême est. Je crus que mes tympans allaient exploser quand nous atterrîmes à Prague. Les pilotes soviétiques, tous militaires, n'avaient pas, comme aujourd'hui à l'ouest, de longues procédures d'atterrissage en douceur. Ils fondaient en piqué sur les aéroports, insoucieux des variations brutales de pression dues à la très rapide perte d'altitude, qui faisait littéralement hurler de douleur. Dans leur cockpit, pilotes et copilotes portaient en permanence un noir masque à oxygène. En cas d'accident de pressurisation dans la carlingue des passagers, eux, en tout cas, pouvaient, grâce à leur propre oxygène, rétablir la situation en chutant inhumainement jusqu'à une altitude humaine. Les accidents de pressurisation étaient fréquents dans les Tupolev, et c'est sans doute ce qui avait induit les pilotes à se comporter avec une pareille sauvagerie. À Sheremetyevo, leur lit de Moscou, deuxième piqué foudroyant. Je ne connaissais pas la ville. Le temps était très beau et très chaud. Nous étions en juin. La veille du départ pour la Corée, nos guides avaient prévu une visite à l'exposition agro-industrielle de l'URSS. Immense zone asphaltée, bâtiments gigantesques regorgeant de tracteurs, de bulldozers, de toutes sortes de machines, témoignant de la puissance et de l'invention soviétique. Cela dura longtemps. À la fin, fatigué des diagrammes, des explications des guides et des stations debout, j'eus besoin, quand nous nous retrouvâmes à l'air libre, de faire quelque chose avec le sang vif et brimé qui courait dans mes artères, et je dis soudain à Gatti: « Allez, on fait la course. »
Il n'était pas homme à refuser, ses gros yeux roulèrent dans leurs orbites, et nous nous mîmes à courir au coude à coude et à toutes jambes sur l'asphalte stalinien. Je voulais gagner, lui aussi. Nous nous bousculâmes l'un l'autre, il tomba, se fracturant l'avant-bras gauche. J'étais désolé, consterné. Il eût fallu l'emmener à l'hôpital et le plâtrer. Il refusa catégoriquement, craignant qu'on lui interdise de partir le lendemain à l'aube comme il était prévu. Les guides nous conduisirent chez des pharmaciens, chez un médecin qui lui posa une attelle, lui mit le bras en écharpe et lui donna des antalgiques. Le grand voyage commença enfin. J'étais assis auprès de Gatti, que je surveillais comme une mère, rongé de remords, me maudissant, lui exprimant un désespoir sincère. Il souffrait mais était dur au mal. Je me promettais de l'emmener à l'hôpital dès que nous parviendrions à Pyongyang. Il faisait 30 degrés à Moscou. Nous fîmes à Omsk, en Sibérie occidentale, une escale technique et descendîmes nous dégourdir en chemise légère. La température était de 10 degrés sous zéro. Nous étions en bout de piste, loin des bâtiments de l'aéroport. Une vieille baba très emmitouflée vendait sous les ailes de l'avion, tandis qu'on faisait le plein de kérosène, de la vodka au gramme. Et je découvris alors, comme je devais le vérifier si souvent plus tard, pendant les tournages hivernaux de Shoah en Pologne, les vertus de lutte contre le froid de ce divin alcool de grain. Tournant par temps de neige et par grand froid au milieu des pierres leviers de Treblinka, mal chaussé de bottes prenant l'eau, trop peu vêtu, dans l'impossibilité car les jours étaient courts et les heures de lumière précieuses, de rebrousser chemin vers les voitures où j'eusse pu trouver des vêtements de rechange, je fus une première fois sauvé de la pneumonie par Pavel, mon ingénieur du son polonais, grand barbu antisémite et sympathique, chasseur d'ours en Mazurie, qui me tendit un litre entier d'un mélange de 2 tiers de vodka et 1 tiers de cognac, dont je buvais au goulot une longue gorgée dès que j'étais repris par les frissons, résistant ainsi jusqu'à la tombée de la nuit, ayant utilisé pour le cinéma chaque minute de clarté utile, sans perdre l'esprit ni tituber un seul instant. Après Omsk, les escales rapides furent Irkoutsk, au bord du lac Baïkal, Oulan-Oudé et Tchita, à la frontière de la Mongolie. Un avion de la République populaire de Corée nous y attendait déjà. Un petit appareil de couleur jaune, d'une douzaine de places, avec la faucille et le marteau fièrement peints sur le gouvernail de direction. Nous fûmes salués par 2 jeunes pilotes militaires aux yeux très bridés, qui allaient nous faire survoler le désert de Gobi et la Mandchourie. Ils escomptaient que nous atterririons à Pyongyang au crépuscule. C'était vraiment un voyage des lointains. Je comprenais que Gatti souffrait de plus en plus. J'essayais d'assujettir son attelle, je le faisais boire et lui donnais des comprimés. J'étais convaincu qu'il ne faudrait pas perdre une minute avant de le conduire à l'hôpital. Lorsque l'avion s'immobilisa sur le tarmac de l'aéroport de Pyongyang, je vis par le hublot qu'une foule nous attendait, occupant tout l'espace qui nous séparait du bâtiment central. Multitude enfantine et adolescente, filles et garçons, formés par rang d'âge en cercle concentrique, pionniers, pionnières, foulards rouges, longues nattes tressées jusqu'aux reins, jeunes seins uniformément écrasés par le sarrau du costume national. Nous descendîmes titubants, hagards de fatigue et de surprise, l'étroite échelle de coupé. Je la descendais, moi, à reculons, protégeant Gatti de tout mon corps pour l'empêcher de tomber. Une douzaine de beautés, la braise de leurs regards avivés par la fente étroite de leurs sombres yeux, nous attendaient là, les bras chargés de fleurs, et tous éclatèrent en applaudissements. Il y avait aussi des officiels en chapeau, aux larges visages brachycéphales, des silhouettes à casquettes qui semblaient glisser plus que marcher lorsqu'elles se déplaçaient, des photographes, des flashs de grosses caméras. Notre venue était clairement un événement, voulu et regardé comme tel. Un petit homme fluet, souriant, chapeauté, vêtu de clair, se présenta à nous. « Ok, ton mou, je serai votre interprète, nous dit-il. Ok était son nous, ton mou signifie camarade. Ok n'allait jamais sans ton mou, on disait toujours camarade ok. Il parlait un français musical et vétuste qui m'enchanta d'emblée. Nous partîmes en empruntant des artères dévastées par les bombardements, ruines, blocs de pierre, débris de toute nature, soigneusement empilés sur les bas-côtés, qui me rappelaient les morceaux de briques entassés par les Trumpferfrauen à Berlin, 10 ans auparavant, jusqu'à atteindre, parallèle au Taedong, le grand fleuve qui traverse la ville de part en part, une large avenue nouvellement reconstruite, où se trouvait notre hôtel, le seul propre à loger des étrangers de qualité, l'hôtel Taedonggang précisément. À peine arrivé, je ne pris pas le temps de m'installer, mais expliquai à Hockey qu'il fallait absolument et tout de suite emmener Gatti à l'hôpital. On verra dans la suite de ce récit quelle importance eut pour moi cet itinéraire initiatique vers l'hôpital de la capitale de la République populaire de Corée, en ma première nuit d'Extrême-Orient, franchissant l'immense pont aux arches de métal récemment inauguré, puis découvrant, bouleversé, une foule d'Asie qui semblait se former et se reformer sans cesse au fur et à mesure de notre avancée. Bien que le parcourant pour la première fois, je photographiais mentalement le chemin qui conduisait de l'hôtel à l'hôpital. Celui-ci aussi était surpeuplé, mais Hockey fit merveille, Gatti fut plâtré comme il convenait. Le séjour pouvait commencer. Nous étions logés à 2 par chambre.
Je partageais la mienne avec le journaliste du Figaro qui dut, me semble-t-il, partir avant la date prévue pour notre retour, ce qui me permit de rester seul. Chris Marker et Francis Lemarque cohabitaient, mais Chris avait imposé sa loi et son univers en tapissant tous les murs et même le plafond de leur chambre commune de pages arrachées aux comics américains qu'il affectionnait. C'était peut-être une provocation envers nos hôtes ou sa façon à lui de refuser le dépaysement, de se placer au centre du monde. Je pus m'en assurer plus tard à Pékin, tandis que, pour recevoir du courrier de France, nous communiquions à nos correspondants des adresses aux intitulés pompeux et interminables, il se contentait, lui, de Chris Marker, Pékin, et jamais ne perdit une missive. Entre lui et moi, c'était alors la haine la plus cordiale. Nous n'échangions jamais un mot. Un prognatisme de la mâchoire inférieure l'empêchait d'articuler. Il parlait dents serrées et compensait la rareté de sa parole par un port de tête orgueilleux et ironique qui changeait en énigmatique maxime chacune de ses proférations. Je dis tout cela le cœur apaisé, car Chris et moi sommes plus tard, au cours du même voyage, devenus amis. J'admire ses films, et il y a à Tokyo, dans le quartier des Yakuza, les mafieux japonais, une boîte de nuit étroite et sombre qui s'appelle La Jetée, en hommage au film de Chris, où m'attend sur une étagère du bar une bouteille de Chivas Regal marquée à mon nom. J'ai dû un soir l'acheter à la tenancière, elle fait désormais partie du décor. Le programme du voyage en Corée était intéressant, effrayant quelquefois, fatigant, éreintant même. Visite de 2 ou 3 usines par jour, plusieurs exposés, discours d'accueil, discours d'adieu, réponses, échanges de cadeaux, dont le Giraudoux par lui-même de Chris, maire de tous les présents. Les réponses au nom de la délégation étaient faites soit en français par le journaliste de l'Humanité Raymond Lavigne, baptisé Surchong, qui en coréen veut dire printemps fertile, et traduite par OK, soit et le plus souvent en anglais par moi-même, car un certain nombre de cadres coréens entendaient cette langue. Il m'arrivait de prendre la parole 3 fois par jour. Comme la Chine à la même époque, la Corée du Nord prétendait à l'autarcie complète, entendait se doter d'aciéries géantes en même temps que de hauts fourneaux de campagne, et je crois avoir pressenti alors que Kim Il-sung, avec qui nous dînâmes à 2 reprises, en sacrifiant au cérémonial des réceptions d'État, pensait déjà à l'arsenal nucléaire. Nous fûmes emmenés, loin de Pyongyang, en des lieux qui n'existaient pas sur les cartes, dans des sites souterrains gardés par des militaires, où tout semblait marqué du sceau du secret. J'osais, au cours d'un des dîners avec le grand leader entouré de ses ministres, tous anciens des maquis anti-japonais, évoquer le cas de plusieurs dissidents escamotés de la scène publique, dont la disparition m'avait été signalée à Paris. Les larges visages rieurs de Kim et de sa garde rapprochée se fermèrent avec un bel ensemble, à peine eus-je prononcé les noms. Une dureté de pierre passa dans leurs yeux. Je m'ingérais dans les affaires intérieures de la République populaire, me désignais moi-même comme dissident. Le grand leader n'eut qu'un seul mot, traduit par OK dans un balbutiement. Ce sont des ennemis du peuple. Insister ou discuter était hors de question. Nos distractions étaient le théâtre national, l'opéra avec les artistes d'État et les athlètes acrobates nord-coréens, les meilleurs du monde, qui performaient toujours devant des salles bondées, de soldats surtout, accompagnés de rechefs, de discours au foyer des acteurs et de cadeaux échangés. On ne voyait jamais dans les rues, les trains ou les autobus de femmes coréennes en compagnie d'un Européen. C'était simplement inimaginable, et les seuls longs nez qui se pussent rencontrer étaient les experts des démocraties populaires, essentiellement polonais, est-allemands, tchécoslovaques, venus pour soutenir le pays frère, sentinelle avancée. On ne les voyait que seuls ou flanqués de leurs épouses, lourdes et grasses créatures du bloc soviétique. Ils vivaient tous d'ailleurs dans un quartier fermé. Au registre des plaisirs, et ce n'était pas le moindre, il faut encore compter le plat national dit marmite des fées. Complexe fondu au mélange des parfums subtils, nappé de ginseng des anciens rois de Corée, supposé faire croître exponentiellement la puissance et l'appétence sexuelle, contre-indication dirimante à l'existence ascétique qui nous était dévolue. Au cours de ces dîners, la prétendue impassibilité asiatique volait en éclats. Je faisais raconter la guerre terminée depuis moins de 5 ans à des jeunes hommes, officiers ou soldats de 25 ou 30 ans. Chacun s'animait sous mes questions précises, puis fondait bientôt en larmes. Des héros décorés pour leur bravoure étaient secoués d'impénétrables et déchirants sanglots, en évoquant les terribles boucheries qui venaient d'inonder de sang l'étroite péninsule séparant l'énorme Chine de l'archipel nippon. J'avais quitté Paris déjà fatigué après le dur travail sur le curé du Ruf, et comme je n'étais âgé, je l'ai dit, que de 33 ans, je croyais à la santé. Il y a en médecine des modes. La mode, alors, celle qui me plaisait le plus parce que je me fiais à son action régénératrice, était aux piqûres intramusculaires dans le fessier de vitamine B12 1000 gamma. C'est mon ami Louis Cournot qui, dans son cabinet de la rue de Varennes, face au musée Rodin, m'avait prescrit cette cure. Si là-bas tu te sens faible, n'hésite pas. J'avais emporté avec moi 7 ampoules et la prescription médicale.
Au bout d'un mois de stakhanovisme nord-coréen et une dizaine de jours avant le départ pour la Chine, la délégation en fait se scindait en deux, Gatti et d'autres restaient à Pyongyang, je partais pour Pékin via la Mandchourie avec mon ennemi Chris. J'ai décidé qu'il fallait me fortifier et m'en ouvrir à mon cher Hockey, lui disant que, souhaitant éviter toute complication, je me rendrais moi-même à l'hôpital pourvu qu'on m'indiquât à quel service m'adresser. Il n'en était pas question, me dit-il, on viendrait m'administrer l'injection dans ma chambre. Je fus solennellement averti que l'opération commencerait dès le lendemain, lundi, à 8 heures du matin. On frappa donc, j'étais levé, en pyjama, fenêtre ouverte, il faisait chaud, c'était l'été. J'ouvris. Ce n'était pas un infirmier, mais une infirmière, ravissante, en costume traditionnel, les seins bridés mais non abolis par le sarrau, la noire chevelure qui tombait bas, en deux nattes, les yeux bridés aussi, mais de feu, bien qu'elle l'ait baissé. Je m'efface, incrédule, lui faisant signe d'entrer en une sorte de révérence grand siècle. Derrière elle, Hockey qui pénètre à son tour. Derrière Hockey, un homme à casquette. Derrière l'homme à casquette, un deuxième homme à casquette, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Ils sont 6 en tout, tous au centre de ma chambre, prêts à observer sourcilleusement chaque moment, chaque détail de l'action. Je remets à Hockey la boîte aux ampoules magiques et la prescription simplissime de Louis Cournot, qu'il traduit pour la soignante aux yeux baissés. Elle ne dit mot. Sort de sa trousse, seringue, aiguille, alcool, lime, observe dans un rayon de soleil la lente aspiration de la B12000 gamma. Je me tiens à son flanc, prêt à faire glisser légèrement mon pantalon de pyjama sur une fesse jusqu'à en découvrir le gras. Mais Hockey et les 5 hommes à casquette, repérés par nous depuis longtemps comme membres du KGB coréen, fantômes silencieux présents dans tous les couloirs de l'hôtel et attachés à nos pas partout où nous allions, ne bougent pas, ne font pas mine de se retirer, font cercle autour de nous, nous surveillent, me glacent. Je dis à Hockey, je vous prie de vous retirer, dites-leur de sortir. En France, on ne se fait pas piquer en public. Il paraît très ennuyé, dit quelques mots. Tous reculent, mais d'un mètre, pas plus. J'élève la voix, commence à feindre la colère, à me plaindre de la suspicion dans laquelle on semble me tenir, moi, invité officiel du gouvernement et hôte du grand leader. Reflux général cette fois, mais pas plus loin que le seuil de ma chambre. Ils se tiennent tous dans l'encadrement de la porte. Je saisis mon infirmière par le bras et l'entraîne dans un angle mort. Je ne les vois plus, ils ne me voient pas. Je présente alors ma chair nue à l'impassible beauté. Son geste est parfait, précis, net, sans brutalité. Je n'éprouve aucune douleur à l'instant où l'aiguille pénètre, et elle procède à l'injection d'ordinaire peu agréable, avec toute la lenteur requise, m'évitant ainsi l'ombre d'une peine. Il faut imaginer la scène. La chambre est spacieuse, la porte ouverte sur le couloir, on entend les bruits de la vie de l'hôtel, les casquettes et hoquets sont agglutinés en attente, formant un groupe d'intervention compact et frustré. Une souterraine intimité forcée par la transgression même, le déplacement vers l'angle mort, s'établit entre l'infirmière et moi, sans qu'un seul regard, un seul battement de cils, le moindre signe de connivence ait été échangé. Mon pantalon rajusté, et tandis qu'elle range ses instruments, je surgis bien en vue au centre de la pièce et je lance « Vous pouvez maintenant entrer, messieurs ». Ils le font, avec un peu moins d'assurance qu'à leur arrivée. Rendez-vous est pris pour le lendemain à la même heure. À l'infirmière, je n'ai rien dit d'autre que merci mademoiselle. À Hockey, qui se rengorge et traduit pour les casquettes, c'est une grande professionnelle, nous n'en avons pas beaucoup de pareils à l'ouest. Tout se répéta identiquement le jour suivant à un détail près, les casquettes cette fois n'étaient pas 5 mais 4. Et je n'eus pas besoin de leur demander de se retirer, de même ils ne dépassèrent pas le seuil. Elle et moi gagnâmes l'angle mort comme si c'était la chose la plus naturelle, notre havre dans l'espace à l'instar de la coherencia dans une arène pour les taureaux de combat. Je n'entendis jamais la voix de mon infirmière. Comment eût-elle pu me parler puisque nous n'avions aucune langue commune et que de toutes les façons, les casquettes avaient l'ouïe fine. Celle-ci, le 3e jour, avait encore perdu un membre. Rien ne changea jusqu'au 6e jour où ils ne se présentèrent qu'à 3. Une seule casquette, Hockey et l'infirmière. L'injection ultime devait avoir lieu le lendemain dimanche. Je demandai s'il serait possible que l'heure en fût reculée, 10 heures du matin par exemple au lieu de 8, car je souhaitais profiter du jour du Seigneur pour dormir un peu plus longtemps. Hockey me fit observer qu'un pique-nique à la campagne, passe-temps favori des Coréens, était prévu pour la délégation avec départ entre 8h30 et 9h. Je répliquai que je renonçais au pique-nique. Ayant vu trop de gens et trop parlé depuis un mois, j'avais décidé de rester seul, ce qui serait la meilleure façon de me reposer, il fallait me comprendre. Par ailleurs, je n'aimais pas beaucoup les lacs au bord desquels on nous emmenait pique-niquer, étendus d'eau artificielle avec des rochers qui émergent çà et là, comme dans les paysages mièvres et sans grandeur des estampes japonaises. Rendez-vous fut donc pris pour 10 heures. Je me disais que l'infirmière, en l'absence d'Hockey, serait flanquée d'une ou plusieurs casquettes. Rien ne se produisit comme je l'escomptais. À 10 heures pile, on frappe. J'ouvre, nulle casquette, mais elle seule, elle métamorphosée, méconnaissable, elle une autre, vêtue à l'européenne d'une jupe légère et colorée,
Les seins débridés saillant sous le corsage, nattes escamotées, ramassées en chignon, cheveux bouclés sur le front, la bouche rouge très maquillée d'une insolente et insolite beauté. J'embrasse tout cela d'un seul regard. Ma stupéfaction est telle que je reste pétrifié à mon seuil, ne songeant même pas à la faire entrer, indifférent aux casquettes qui ne vont pas manquer de surgir. Ses yeux, cette fois, ne sont pas baissés. Elle me regarde frontalement. La situation commande, j'agis alors rapidement. Réflexe et réflexion ne font plus qu'un. Je l'entraîne dans l'angle mort et laisse la porte grande ouverte comme tous les autres jours. Un sentiment d'imminence presque insupportable m'habite. Quelque chose va arriver, ne peut pas ne pas arriver. Je ne sais pas quoi, pas quand. Intérieurement, je tremble. Je n'ai pas touché une femme depuis Paris. Il fait très chaud à Pyongyang ce matin-là. Des gouttelettes de transpiration perlent sur sa lèvre supérieure, accentuant encore plus la sensualité de sa bouche et l'appel sexuel irrésistible qui émane de toute sa personne, corps et visage confondus. Pour me faire la piqûre, elle procède avec une lenteur extrême, décomposant chacun de ses gestes, et le temps lui-même comme si cela ne pouvait pas finir. L'injection administrée, et tandis qu'elle range sa trousse, elle invente des moyens de ralentissement et de retardement de tous ses mouvements. La porte est toujours ouverte. Je ne peux croire que les casquettes ne surviendront pas, ce qui redouble l'imminence et l'anxiété. Tout est fini. Je ne sais comment prendre congé d'elle. Je me dis qu'elle s'attend peut-être à ce que je la paye, et je me souviens que je possède d'énormes liasses neuves et craquantes de won, la devise coréenne, qui ont été remises le lendemain de notre arrivée à chacun des membres de la délégation pour nos menus plaisirs et dépenses. Hormis les tambours que je rapporterai à Simone de Beauvoir, il n'y a rien à acheter ici. Je lui fais signe d'attendre, je prends dans un placard une des liasses que je lui tends. Elle refuse avec violence, d'un air scandalisé. Je me rue alors vers ma valise. J'ai acheté, avant de quitter Paris, de jolies chemises encore dans leur papier de soie. Je pense qu'elles peuvent être saillantes sur elle, ou qu'elle pourra en faire quelque chose, et je les lui présente. Refus catégorique. Nous avions quitté l'angle mort. Nous nous trouvions au centre de ma chambre, dans l'axe de la porte, les casquettes oubliées, devenues sans importance par rapport à ce qui allait se jouer, à la puissance dévastatrice de l'inéluctable. Je ne sais pas qui s'inclina le premier, je ne l'ai jamais su. Nous tombons littéralement l'un sur l'autre, nous nous embrassons à pleine bouche, nos langues luttant avec une passion, une force, une avidité, une férocité sans contrôle ni mesure. Nous sommes en vue, nous ne nous cachons pas, mais il est impossible d'en rester là. Je veux plus, je veux tout, nous voulons tout. J'agis alors avec une décision extraordinaire. Je la ramène dans l'angle mort, je prends ma montre et je tourne les aiguilles jusqu'à atteindre sur le cadran 2 heures de l'après-midi. Je martèle plusieurs fois de l'ongle le verre de montre pour m'assurer qu'elle comprend. Ce n'est pas une demande d'accord, mais une injonction, un ordre. Je l'entraîne vers la fenêtre qui ouvre sur la large avenue de Pyongyang. Je la fais se pencher avec moi au dehors et lui indique sur la gauche, à 200 mètres environ, l'extrémité du grand pont métallique, à la confluence de notre avenue et du fleuve. J'ai la montre dans la main, qui marque déjà un peu plus de 14 heures, d'un doigt impérieux sur le cadran. Je réitère l'heure du rendez-vous, tandis que du bras tendu à plusieurs reprises, en rafale vers le début du pont, j'assigne, impérieusement encore, le lieu de la rencontre. La panique maintenant s'empare de moi. Il n'est pas possible que les casquettes n'apparaissent pas. S'il la voit encore là, ce sera pour elle un désastre. Elle se colle à mon ventre, oublieuse du danger, le visage chaviré. Je suis implacable. Nous ne nous réembrassons pas. Je l'expulse, je la fous dehors sans même vérifier que le passage est libre. Je referme ma porte, préférant tout perdre sur l'instant pour tout gagner plus tard. Je suis seul, je réfléchis, je me dis que c'est folie. La pression stalinienne du régime est effrayante. L'embrigadement de tous par tous n'autorise aucune liberté, ou, ce qui est pareil, aucune déviance. Quel est le sens de la métamorphose physique de l'infirmière aux yeux baissés? Vient-elle de Corée du Sud? Et je me convainc qu'elle ne sera pas au rendez-vous, qu'elle ne viendra pas parce que c'est impossible, qu'elle prendra elle-même conscience de l'énormité du risque. Et puis comment faire pour communiquer? Elle parle le coréen, le russe, le chinois peut-être, langue pour moi à jamais étrangère. Si elle est assez folle pour venir jusqu'au pont, nous aurons à inventer une langue commune. Je me procure du papier, 2 calepins et des crayons. Je lui ai donné rendez-vous à cet endroit, parce que le dimanche précédent, on nous a fait suivre un chemin de halage le long du Taedonggang, jusqu'à un endroit où l'on peut louer des barques pour canoter sur le fleuve, le canotage étant le sport national des Coréens. Mon idée donc, quand je lui ai indiqué le point de rendez-vous, était de marcher avec elle jusqu'à l'embarcadère, qu'elle devait sûrement connaître, de louer un canot et de le laisser dériver vers l'aval de la ville, jusqu'à en sortir, m'échouer loin dans la campagne et lui faire l'amour n'importe où, hors du regard humain, dans une rizière, asséchée ou inondée, dans l'herbe, dans une maigre forêt, ou dans la barque même. Je n'eus pas à m'inquiéter, à l'attendre. À mon arrivée, elle était déjà là, adossée au tablier de fer, éclatante, lèvres peintes, dévisagée, déshabillée par la marée endimanchée qui franchissait le pont dans les 2 sens. Une ombre de sourire éclaira une seconde ses traits lorsqu'elle me vit.
Je ne m'approchai pas d'elle, désignai le chemin de halage et, des deux avant-bras, fis les gestes du canotage. Elle comprit immédiatement, se mit en marche, me précédant, prenant sans hésitation la direction que j'avais indiquée. Elle avançait vite et je pressais le pas pour parvenir à sa hauteur. Elle regardait droit devant elle, accélérait dès qu'elle me sentait proche, ou ralentissait ostensiblement si je m'efforçais de me maintenir à son côté. À notre droite, en contrebas, le fleuve surplombé d'au moins 3 mètres par le chemin de halage. À notre gauche, un des vers de 2 mètres et au-delà, à nous toucher, se succédant sans interruption sur toute la longueur du trajet, les chantantes brigades des reconstructeurs. Ils portent des vêtements de travail légers, de couleurs différentes selon les sections auxquelles ils appartiennent, mais uniformément blancs de plâtre, car leur tâche commune est le déblaiement véritablement sisyphéen des ruines amoncelées çà et là depuis la fin de la guerre. On n'imagine pas qu'ils puissent en venir à bout. Armé d'un mégaphone, un entraîneur commissaire politique commande la cadence de l'effort comme le chef d'un 8 carré d'avion sur la rivière de Cambridge. Il aboie plutôt de rauques scansions auxquelles obéissent avec ensemble les pionniers rouges de Pyongyang qui ont sacrifié leurs jours de repos afin de rebâtir leur capitale. Pour s'entraîner, pour tenir le dur rythme imposé, ils chantent, à la pleine puissance de leur voix de jeunes hommes ou de jeunes femmes, des airs vibrants de lendemain radieux, à la gloire de leur grand leader, célébrant la victoire sur l'impérialisme, ou encore le triomphe dans chaque cœur du Juche, le dogme maître du PC nord-coréen. Produit du prodigieux cerveau de Kim Il-sung, dont on peut tenter d'approcher la subtilité par quelques formulations à la serpe. L'homme nord-coréen domine absolument sa destinée. Il saura vaincre tous les obstacles, rien d'impossible aux disciples du grand leader, etc. Version roide du petit livre rouge chinois. Mais le Juche n'interdisait ni la stupéfaction ni le scandale. Marcher à 10 pas derrière ou devant celle que j'emmenais en promenade m'était insupportable. Je ne voulais pas voir quel crime je commettais à ses yeux et à ceux des autres en me tenant près d'elle et en tentant de lui parler, même si elle ne comprenait pas ce que je disais. Je ne pouvais m'imaginer accompagnant ma conquête sur presque 4 kilomètres sans lui dire un mot, sans esquisser un sourire, sans lui effleurer le bras ou la main, comme nous le faisions Co et moi sur les Champs-Élysées. Mais dès qu'il comprenait que nous étions ensemble, dès que je m'affichais avec elle contre son gré, les chantants et chantantes brigadistes faisaient silence, cessaient à l'instant leur travail, arrêtaient net le geste entamé, et appuyés à leur pelle, à leur pioche, nous dévoraient des yeux pendant tout le temps de notre passage, bientôt relayés par la brigade prochaine. Elle accélérait alors, ou décélérait si manifestement que c'était pour moi, comme la reconnaissance d'un flagrant délit, qui leur donnait raison, avouait la faute, nous offrait à la sanction. Mais c'est elle qui ne se trompait pas. Elle connaissait tout cela de l'intérieur, leurs réactions, leurs pensées, leurs commentaires. Elle savait ce qu'elle devait faire, et c'est moi qui étais inconvenant, intempestif, gravement compromettant, avec mon schématisme abstrait et pauvre de joli cœur français, obéissant à des règles d'un nombrilisme étriqué. Il ne fallait pas que nous fussions ensemble, c'est tout. Après 1 kilomètre, nous ne le fûmes plus, et je me demandais comment nous pourrions embarquer sur le même canot. Nous arrivâmes au lieu de la location, une cahute de bois située sur le côté gauche du chemin, en contrebas. Une queue était formée devant le guichet, elle la prit. Je pressai le pas pour la rattraper et me placer derrière elle, ma liasse de wand de nouveau riche à la main, car un joli cœur français ne laisse pas payer celle qui l'invite. Elle m'ignora et, parvenue devant le préposé, ouvrit un petit sac à main en toile blanche brodée, de la taille d'un sac de balles, en sortit un billet contre lequel on lui remit 2 tickets. Sans me regarder, elle remonta sur le chemin et redescendit l'autre versant en pente raide vers le fleuve, où se trouvaient amarrées près d'une berge abrupte les embarcations vides. Mais avant de procéder à l'embarquement, il convenait d'ôter chaussettes et souliers dans une cabane de bois et de les déposer là contre un reçu. On ne pouvait naviguer que pieds nus. J'oublie de dire que cette déclivité était noire de monde, futur rameur ou simple curieux, car les esquifs étaient instables et il n'était pas rare qu'ils se retournassent. J'en avais été le témoin la semaine précédente, Francis Lemarque ayant fait chavirer son passager qui, dans l'eau à cet endroit très profond, hurlait « L'appareil photo, l'appareil photo !» Celui-ci avait été sauvé de justesse. Quand nous embarquâmes enfin devant des centaines d'yeux éberlués, elle et moi ne pouvant cette fois faire autrement que nous laisser voir ensemble, j'admirais son courage et étais la proie d'une seule idée mais fixe, ne pas chavirer. Grand type baraqué aux larges joues, vêtu de sombres tabliers de sapeur, les 2 hommes qui nous installèrent et me tendirent les avirons semblaient peu amènes, mais je me déhalais impeccablement, prenant en même temps, sans y avoir jamais pensé, la conscience bouleversante que nos orteils nus et nos plantes de pieds se touchaient et pouvaient se parler. Je ramais avec vigueur vers le milieu du fleuve, me dégageant difficilement de l'essaim de tournoyantes et nonchalantes barques. Si je n'avais craint ces 1000 regards et le naufrage certain, je me serais précipité sur cette bouche, ces cuisses devinées, ces seins, ces yeux. Mais il fallait d'abord accomplir la première phase de mon plan, descendre le fleuve, quitter la ville, aller vers la campagne. Je laissai en amont les autres canots, ayant mesuré la force du courant et croyant le descendre rapidement.
Un hurlement inhumain explosa dans mon dos, et je lus la peur dans les yeux de l'aimée, car elle voyait ce que je ne faisais qu'entendre. Ton mou! Un seul ton mou tonitrué. Le bateau ne pouvait même plus être manœuvré. Une main de fer l'avait saisi à la proue et entreprenait d'inverser son cap, le dirigeant vers l'amont. Pas question d'aller plus loin. J'avais franchi une frontière invisible, tenté de fuir un quartier de haute sécurité. Le garde dans sa barque veillait à tout. Adieu campagne. Je ne cède pas facilement et recommençai à me battre, mais contre le courant, ne doutant pas qu'un autre ton mou m'arrêterait en amont. Je rejoignis le gentil tournis du plaisir domestiqué. Il tourne en rond, me répétais-je, il tourne en rond. Le cercle était pour moi l'image même de la prison. Le prisonnier tourne en rond dans sa cour, dans sa cellule, coupé de tout projet, de tout avenir. Et je ne mis pas longtemps à vérifier ce que je venais de pressentir. Ton mou, ce deuxième aboiement était encore plus tonnant que le premier. Le maton de l'amont avait dû suivre de loin ma tentative d'échapper vers l'aval, me voir rebrousser chemin et me guetter pour me prendre dans ses rêtes. Il n'eut pas, lui, à se saisir de ma proue. D'un grand coup d'aviron très sec, j'inversai la direction de l'esquif que je laissais filer dans le courant pour aller nous fondre, elle tremblant sous la violence de l'interdit, moi découvrant et maudissant l'immensité de ma naïveté, parmi les autres canoteurs, et tournicotai sagement avec eux, afin de prendre le temps de la réflexion. J'avisai soudain au milieu du fleuve, proche mais extérieur au cercle qu'il décrivait, une langue de sable qui avait échappé à ma fougue première. Je glissai vers elle, agrandissant en catimini le rayon de ma circonférence, et m'y échouai carrément. Le langage amoureux des orteils entrelacés, les regards, les haussements d'épaules et de sourcils, les mimiques, les soupirs ne suffisaient plus. Je sortis les calepins et les crayons que j'avais emportés. Je dessinai alors tout en lui parlant en français, à la fois pour donner le change à quelques curieux qui passaient à nous longer et pour m'encourager moi-même, une grossière carte de la péninsule coréenne, coupée en son centre d'une ligne censée figurer le 38e parallèle. J'écrivis d'ailleurs le chiffre 38. D'un gros point noir, je situai Pyongyang, prononçant le mot et panoramiquant d'un ample mouvement du bras sur tout ce qui nous entourait. Un autre point noir, de l'autre côté de la ligne, tout en bas, désignait Séoul. Comme je ne comprenais pas sa métamorphose, son maquillage, sa coiffure, la façon dont elle était vêtue, j'imaginais, je l'ai dit, que, peut-être originaire de Corée du Sud, elle en avait gardé de nostalgiques coutumes. De mon crayon, je visais à plusieurs reprises Séoul sur ma feuille de papier, en même temps que je tendais le doigt vers elle. Ses pieds s'arc-boutèrent fortement, protestant presque contre les miens. Elle se saisit de ma carte, en traça une autre parfaite, qui épousait véritablement la géographie de son pays, mais qu'elle prolongea jusqu'au Yalu, le fleuve frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Elle marqua un point tout près du fleuve, dessina une maison en se désignant, et, au ciel, plusieurs escadrilles d'avions qui lâchaient des grappes de bombes. Elle jeta alors un vif regard à bâbord, comme pour s'assurer que les rameurs ne verraient pas ce qu'elle avait résolu de faire, et, leur tournant le dos, déboutonna son chemisier, offrant à mon regard deux seins hauts, bruns, fermes, et sous le gauche, une terrible et profonde entaille calcinée qui balafrait son torse, prononçant à la coréenne un seul mot universel, napalm. Balafre spectrale, apparition aussitôt dérobée, car elle se rajustait déjà. Pétrifié, bouleversé, condamné à l'immobilité par la situation, je lui vouai soudain un amour fou, comme de chevalerie, prêt à tout pour prendre sur moi ses souffrances passées et conquérir le Saint Graal. Mais pour chevaleresque qu'il fût, mon amour n'était pas devenu platonique. Je ne disposais pas de temps pour une longue cour, mon désir charnel ne s'était pas aboli, je voulais l'étreindre, l'embrasser, la posséder, et qu'elle me possédât. Sur le calepin, dans une esquisse compliquée, maladroite mais compréhensible pour elle, je dessinai le chemin qui, partant de l'hôtel Taedonggang, franchissait le fleuve sur le pont aux arches métalliques et conduisait à l'hôpital où elle travaillait, par les rues que mon esprit avait photographiées le premier soir, lorsque Hockey et moi y avions emmené Gatti. Elle sourit, parut surprise de mon exacte connaissance des lieux. Bien que manquant de crayon de couleur, j'avais réussi à ce qu'elle se figurât une croix rouge au fronton de l'hôpital en épousant d'un doigt le carmin de ses lèvres. Je dessinai ensuite une chambre avec un seul lit, deux corps s'y trouvant enlacés, redoublant cet enfantin signifiant par celui plus viril de mes deux bras se nouant dans l'espace, sous les yeux de plus en plus voraces des rameurs coréens, qui commençaient à pulluler autour de nous sans que nous en eussions pris conscience. Elle rit franchement, reprit mon calepin et dessina une autre chambre, plus grande et plus longue, avec une vingtaine de lits, et au-dessus de chacun une étagère. Un dortoir, pas d'espoir, où me trouver seul avec elle. Elle était là, consentante, à ma portée et hors d'atteinte, définition nominale du supplice de Tantale.
Je me souviens alors d'un parc, visité par la délégation au début de notre séjour, parc légendaire à Pyongyang et dans toute la Corée du Nord, parce qu'une salle de théâtre y avait été creusée à 100 mètres sous terre, et que des représentations y étaient données pendant les plus durs bombardements, pour galvaniser les spectateurs. C'était le Juche à son acmé. Je n'avais pu proposer à Gatti Plâtré d'être mon compétiteur dans la montée des 350 marches qui ramenaient à l'air libre. Je m'étais lancé le défi à moi-même avant de m'arrêter, souffle perdu à mi-course. Je croyais me rappeler dans ce parc des arbres, des buissons, des bancs. Quoi qu'il en soit, il fallait bouger. Demeurer échoué plus longtemps n'avait aucun sens. Elle comprit comme moi qu'il fallait partir. Je ramais doucement, calmement, vers le débarcadère au-dessus duquel, sur la pente raide, des centaines de pères Dieu nous observaient avec la même absence de bienveillance. J'accostai impeccablement. Elle se leva. Les tabliers de sapeur ne lui tendirent pas la main. Elle fit un faux mouvement, glissa, voulut se rattraper. La barque se retourna d'un seul coup, imprévisible, imparable, comme cela était déjà arrivé à Francis la semaine précédente. Il y avait au moins 4 mètres d'eau opaque. Je vis qu'elle ne remontait pas, mais continuait à piquer. Je donnai un coup de rein pour plonger plus profond, et réussis à me saisir d'elle et à la ramener. On nous aida alors, mais je vis qu'elle était en panique, fixant l'eau, les ragards, le petit sac blanc avait disparu. Je replongeai, bloquant mes poumons, et aperçus par miracle dans la vase quelque chose de clair. J'avais sauvé le sac. Je le lui tendis, et vis un fugitif éclair de plaisir dans la détresse de son visage. On nous poussa, ruisselant, à tordre, dans la cabane aux chaussures. Elle se laissa tomber, immobile, gisante, comme morte. Je compris que je devais agir, que notre seul salut était dans l'action. Je la relevai, la grippai avec toute ma force pour lui montrer qu'il n'y avait aucune échappatoire, que c'était moi qui commandais, que je me foutais des Coréens. Je la halais littéralement dans la pente entre une double haie de regards féroces, jusqu'au chemin par lequel nous étions venus. Une voiture militaire se présenta à ce moment-là, roulant lentement. Elle dit quelque chose au chauffeur, demandant probablement à ce qu'il nous prenne à son bord. Il nous regarda, cracha dans notre direction et accéléra de dégoût. Je ne me sentais pas capable de refaire avec elle le parcours de l'allée, stigmatisé par les chantants de brigade. Je choisis la solution la plus folle, mais qui avait l'avantage de la solitude, passer par les ruines de la ville jusqu'à rejoindre l'avenue de mon hôtel. Commença alors une sorte de marche au calvaire, elle et moi, l'attirant lorsqu'elle refusait d'avancer, escaladant des monceaux de pierre, des collines de plâtre, dévalant gravats et éboulis, une poussière blanche et grise cuirassant nos vêtements trempés, nos visages changés en masques de pierrot, ses beaux cheveux devenus informes. Il eut aussi chutes, blessures, filets de sang sur la craie des cuisses et des chevilles. Ce fut long, épuisant, décourageant. Mais nous ne rencontrâmes personne, et mon orientation était bonne. Nous parvînmes à l'avenue recherchée. Il était encore tôt en ce dimanche d'été torride. Les passants étaient peu nombreux. Je lâchai sa main, la précédai, me retournant de plus en plus souvent au fur et à mesure que nous approchions de l'hôtel Taedonggang. Ce que je pressentais se produisit en effet. Elle pila comme un âne, refusant de faire un pas de plus. Je revins vers elle, mesurai à quel point nous ressemblions à des clowns. On nous regardait de plus en plus. Je lui parlais alors de ma voix la plus douce, la plus ferme aussi, articulant le français comme si elle allait pouvoir lire sur mes lèvres. Nous étions à 100 mètres de l'hôtel. Je lui fis comprendre que je partais en reconnaissance et qu'elle devait m'attendre. J'allais revenir aussitôt. Par miracle, le lobby d'ordinaire quadrillé de chuchotantes casquettes était entièrement vide. Le grand escalier central jusqu'au palier de l'entresol également. Il se divisait ensuite en 2 branches parallèles qui accédaient au premier étage, ma chambre se trouvant au second. J'embrassai la situation d'un seul regard, revins immédiatement vers elle, statufié, les yeux vides. Je pris sa main, tirai à lui déboîter l'épaule jusqu'à ce qu'enfin l'ânesse me suivît. Je la lâchai dès l'entrée du lobby, filai droit vers l'escalier, constatai qu'elle montait derrière moi tandis que j'étais déjà sur la branche latérale. Je nous croyais sauvés par une chance inouïe, mais, foudroyant, 2 terribles tons mous, redoublés, nous clouèrent sur place, chacun sur sa marche. Ils provenaient de la loge vitrée des concierges que j'avais cru à tort inoccupée. Elle obtempéra, résignée au pire, se dirigea vers la loge, et je vis qu'elle tentait de répondre aux questions d'un gardien enragé qui commençait à téléphoner. Je dégringolai les dernières marches, me précipitai vers la conciergerie en hurlant les pires injures françaises et brandissant le poing devant le cerbère médusé. Je fis alors quelque chose d'encore jamais vu à l'hôtel Taedonggang. J'enlevai de toute la puissance de mes bras, décuplés par la colère, la panique, la baie 12 000 gammas, peut-être, ma princesse inerte, grimpai les escaliers jusqu'au 2e étage, ouvrit la porte de ma chambre dont j'avais encore la clé, la verrouillai, allumai la salle de bain, fis couler une douche chaude, sortis de ma valise les chemises que j'avais voulu lui offrir le matin, un pantalon léger, lui apportai le tout et m'emparai de son petit sac ruiné pour le mettre à sécher sur le rebord de la fenêtre. Je la laissai seule dans la salle de bain. J'avais à peine eu le temps de reprendre souffle et contenance que j'entendis un piétinement dans le couloir et des coups frappés à ma porte. J'ouvris à la volée.
Oké était là, entouré de la délégation au retour de pique-nique. Interrogative, goguenarde, jalouse, et suivie des casquettes qui montaient une à une, de plus en plus nombreuses, surgissant de partout comme les rats du charmeur de Hameln. Je racontais à voix forte la fable suivante. J'avais été me promener là où nous avions tous été la semaine précédente, j'avais rencontré mon infirmière par le plus grand des hasards, lui avais proposé une partie de canotage, avait, par mon impardonnable maladresse, fait chavirer la barque, et l'avait ramenée par les ruines tant l'état dans lequel je l'avais mise lui faisait honte. J'en étais là de mon récit, auquel personne n'ajoutait foi, quand soudain elle sortit de la salle de bain, apparition inoubliable, Vénus asiatique et botticellienne, ma chemise nouée à l'ombilic, un pantalon neuf qui lui saillait à ravir, retroussé aux chevilles parce que trop long. Je demandai à Hockey de répéter distinctement aux casquettes ce que je venais d'inventer. Il fallait qu'elle entendît afin que nous ne nous coupions pas. Il s'exécuta. Mais il n'y avait rien à faire, les casquettes entraînèrent l'aimée et s'enfermèrent avec elle en compagnie d'Hockey dans un bureau de l'étage. Le procès allait être instruit. Je me douchais à mon tour, reprenant peu à peu figure humaine, retrouvant mes traits, rassemblant mon courage, car j'étais certain d'en avoir grand besoin. Les membres de la délégation avaient regagné leur chambre, j'étais seul dans le couloir, balançant entre attendre la sortie du tribunal ou intervenir. Cela durait, durait, le temps me paraissait interminable. J'intervins brutalement, ouvrant là encore la porte à la volée, et c'était vraiment un procès. Assise auprès d'Hockey, d'un côté d'une longue table, elle faisait face à une douzaine de juges installés de l'autre côté. J'interrompis la séance par une déclaration mesurée, grave et politique, priant Hockey de traduire pour les casquettes chacune de mes paroles. Ce qui était en train de se passer, disais-je, allait me contraindre à réviser tout ce que je pensais jusqu'alors de la République populaire démocratique de Corée, démonter le jugement que je m'étais forgé au cours de mon voyage sur cette fière nation et ce peuple héroïque, sur les réalisations surhumaines accomplies grâce au Juche que je me promettais de rapporter en Europe de l'Ouest, de relater dans mes futurs articles. Mais peut-être le mot démocratique pour qualifier ce régime était-il de trop. Ce dont j'étais à l'instant le témoin autorisait au moins à se poser la question. Hockey traduisait, et j'attendais qu'il ait interprété chacune de mes phrases avant de poursuivre. Je le fis en réitérant la version détaillée de ma rencontre avec l'infirmière, dont je ne connaissais même pas le nom, de mon idée de canotage, amicale et innocente, façon de la remercier pour l'excellence de ses soins. S'il y avait un coupable, ce ne pouvait être que moi, mais en même temps, je ne voyais pas quel était mon crime, ou le sien, ou le nôtre. En quoi une gentille promenade sur le Taedong justifiait pareille réunion aux allures accusatoires. Je n'étais pas certain que le grand leader, dont j'avais apprécié personnellement la largeur de vue et la finesse diplomatique, et dont j'étais l'invité, approuverait un tel comportement. Puisque j'étais l'hôte de ce pays, ce sont les coutumes du mien qui devaient prévaloir. En France, lorsqu'un homme fait du tort, même involontaire, à une personne de l'autre sexe, il répare. C'est ce que j'allais faire sur l'heure en reconduisant la jeune femme dans son hôpital. Nous passerions par ma chambre, où se trouvaient ses chaussures et son sac, dont j'espérais qu'il serait sec, ses vêtements aussi, dont je ferais un paquet. À peine Hockey eut-il traduit ma dernière parole, que je pris l'infirmière par la main. Elle me suivit docilement. Nous allâmes vers ma chambre, dont je laissai la porte ouverte. Descendîmes posément les marches devant les casquettes, qui nous emboîtèrent le pas, sous les yeux sidérés des membres de ma délégation, alertés je ne sais pas comment. Parvenu sur l'avenue, je pris en direction du pont, la tenant toujours par la main, que je serrais fort pour lui témoigner d'impossibles sentiments. Après un peu plus de 100 mètres, elle me fit bifurquer soudainement vers la gauche, où se trouvait un immeuble d'une douzaine d'étages nouvellement construit, avec un étroit escalier en forme de limaçon. Elle me précédait, nous montions lentement car les degrés étaient raides, et, me penchant à chaque palier dans la cage d'escalier, j'apercevais les silencieuses casquettes qui grimpaient derrière nous du même pas inexorable. Elle stoppa au 8e étage, frappa à une porte qu'une femme ouvrit immédiatement, se retourna vers moi, me fit face d'un air tout à la fois désespéré et suppliant, qui m'implorait de la laisser tranquille. Je demeurai un instant sur le palier, observant les casquettes qui, ayant suspendu leur marche, ressemblaient à des hérons unijambistes et guetteurs, puis j'entrepris, le cœur lourd et meurtri, de regagner l'hôtel. D'Hockey, j'appris au cours du dîner, tandis que nous dégustions l'ultime marmite des fées de notre séjour, pour moi insupportablement aphrodisiaque, le nom de l'aimé. Kim, non pas Il-sung, mais Kum-sun. Kim Kum-sun. Je demandai à Hockey de m'écrire son nom en caractères coréens. Je dis que je voulais lui laisser une lettre pour m'excuser encore. Je craignais en effet qu'elle ne fût happée, par ma faute, dans un engrenage d'ennuis sans fin, aux graves conséquences. J'étais sinistre, entièrement muré. Je n'adressais la parole à personne, et nul n'osa m'interroger sur la journée ou mettre en doute ma version des faits. Je devais quitter Pyongyang avec Chris le surlendemain pour Shenyang, anciennement Mukden, capitale de la Mandchourie, l'immense province de Chine du Nord. C'était par le train, un long voyage qui empruntait un tronçon du transsibérien sur une partie du trajet. Je ne dormis pratiquement pas cette nuit-là.
Partir sans la revoir sur un pareil échec, sur un fiasco d'amour m'était odieux, me faisait prendre en haine ce totalitarisme rouge que j'expérimentais à l'état pur. Je ne supportais pas qu'elle dût souffrir par moi, à cause de moi. Et même s'il ne s'agissait que d'une brève rencontre, je l'aimais, je l'aurais aimée, l'infini des possibles nous était ouvert. Mon désarroi était grand. Je fomentais toute la nuit pour la revoir les plans les plus échevelés et les plus précis. Je suis ainsi fait. Il est difficile de me faire renoncer. J'avais appris pendant les années de résistance diverses techniques de rupture de filature. Je les utiliserai, je la reverrai le lendemain. Je ne partirai pas sans l'étreindre une fois encore. Je déjouerai la vigilance des casquettes, tromperai tous les suiveurs. Le lendemain vers midi, je parvenais à l'hôtel central de Pyongyang, sans m'être trompé une seule fois de chemin, sans hésitation aucune. Je pénétrai au rez-de-chaussée dans un long couloir encombré de civières. On entendait des gémissements et des plaintes. J'avisai une femme âgée, en blouse blanche, pleine d'autorité, un stéthoscope sur la poitrine, médecin visiblement. Je lui montrai le papier sur lequel Hockey avait inscrit le nom de Kim Kum-soon, et je lui demandai en anglais où je pourrais la trouver. Elle ne parut pas surprise, ne me posa aucune question, me désignant simplement une porte proche. J'ai frappé, j'ai ouvert, je l'ai vue. Elle était avec deux autres infirmières entourant un blessé à la main, ensanglanté, qu'elles étaient en train de panser. Toutes les trois portaient le costume national de nos premières rencontres, le sarrau et les nattes. Elle leva les yeux, se précipita vers moi, me prit par la main, m'entraîna vers la cour, et, dans une encoignure, alors que des gens allaient et venaient de tous côtés, m'étreignit avec une violence qui fut aussitôt la mienne. Nous reprîmes le baiser fou de la veille, langue à la lutte, bouche écrasée, souffle coupé, pendant un temps encore plus menacé. C'est elle cette fois qui me chassa. Elle me repoussa des deux bras, me regardant éperdument avant de repartir sans se retourner vers le bâtiment où elle travaillait. Nous étions à la fin août 1958. En décembre, je reçus un matin à Paris une grande enveloppe en papier kraft qui me parvint par la poste ordinaire. À l'intérieur, une large carte postale représentant un temple à demi caché par de neigeuses branches d'arbres en fleurs. Au verso, en idéogramme coréen, d'une noire et ferme écriture manuscrite, une missive qui occupait la page entière, l'accompagnant sur une feuille de papier très fin, en tête du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, la traduction manuscrite elle aussi de la lettre coréenne. La voici. Cher monsieur Lanzmann, j'ai lu avec un grand plaisir la lettre que vous m'avez envoyée en quittant notre pays. À vous qui devez vous trouver en ce moment dans votre pays, je vous envoie mes amitiés les plus sincères. Je souhaite de tout cœur une grande victoire des mères et des enfants qui luttent contre la guerre et pour la paix. Je me rappelle de ce que vous étiez navré de mon accident, d'ailleurs comique, en tombant dans le Taedong au cours d'une partie de canotage. Mais non, c'est pour nous un souvenir amusant, qui nous restera longtemps dans notre mémoire. Quant à moi, je veux le garder avec le souvenir de votre noble silhouette au plus profond de mon cœur. Cher monsieur et noble ami, vous qui luttez pour la paix, je vous souhaite une bonne santé et de grandes réussites dans vos travaux. La France est loin de mon pays, mais avec la paix mondiale une fois consolidée, toutes les personnes qui aiment la paix se rencontreront, j'en suis sûr. Kim Kum-soon, hôpital de la Croix-Rouge coréenne.